Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On est ensemble pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Nathalie Cohen, responsable grand compte sur les marchés de capitaux. Vous travaillez dans la finance. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement. Nadia Pelfig, vice-présidente de la région Occitanie et candidate au municipal à Toulouse. Bonjour. Bonjour. Et j'ai pas dit, Florence, que vous étiez également candidate à votre succession. Ma succession. Le 5e arrondissement de Paris. Paris. Parce que de Paris, absolument. J'ai pas dit de Paris. Ça ressemble de plus en plus quand même. Et Éric Vérac, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Et en minorité, puisque pour une fois, seul homme sur le plateau. Voilà. Pourquoi vous le faites remarquer? C'est la loi sur la parité. C'est vous protéger, monsieur. C'est Nous absolument sommes une espèce en voie de disparition. On va parler de l'omerta dans le monde du sport, les violences sexuelles, les agressions dont a parlé Sarah Abitbol, Didier Gaillaguet qui ne veut pas démissionner. On va parler de l'insécurité. On devait en parler hier, on ne l'a pas fait. Le point faible d'Emmanuel Macron avec des chiffres qui explosent, et puis la réforme des retraites vers un passage en force. On en parle avec vous. 0826 300 300. On va passer à vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons peut-être avec Florence Berthoud. Vous êtes en campagne, mais oui, enfin, oui. Je c'est la citoyenne pour le qui parle. coup que ça n'a de rapport avec la campagne. Et j'aime beaucoup faire des coups de cœur, vous le savez. Oui, c'est vrai, vous aviez fait sur Sainte-Geneviève. Je fais toujours des la coups dernière de cœur, fois. Il faut aimer dans la vie. Voilà. Parce que je pense qu'on a toujours tendance à voir le verre à moitié vide. Mais là, c'est vraiment un coup de gueule contre, moi, ce que j'estime être le voie de fait d'un certain nombre de syndicalistes, pour ne pas les nommer, la CGT Énergie, qui a mis un coup d'arrêt. Il faut bien parler dans le micro. Qui a mis un coup d'arrêt, pardonnez-moi, qui a mis un coup d'arrêt aux 3 unités de valorisation énergétique du SICTOM. Alors, ça veut dire quoi ? La grève, c'est évidemment un droit constitutionnel. Ça ne me viendrait pas à l'idée, même de dire ça a beaucoup duré. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est que nous avons un petit groupe d'individus tous les matins qui vont devant le SICTOM. Alors le SICTOM, pour les auditeurs, c'est un syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères, et surtout ils font de la valorisation. Donc c'est très écolo. C'est-à-dire qu'on vient chercher à Paris, mais dans les communes limitrophes qui font, et on recycle. Et notamment, c'est utilisé par la CPCU, c'est le chauffage urbain. Donc, bilan des opérations, non seulement on a un problème sanitaire tout à fait énorme à Paris, mais dans d'autres villes qui font partie de ce syndicat-là, puisque on bloque, donc les bennes, si vous voulez, arrivent, et on ne peut pas évidemment décharger. Donc après, on ne peut pas les décharger pour les mettre dans une unité de traitement. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va les enfouir. C'est-à-dire que c'est quand même ahurissant, c'est totalement anti-écologique. Donc on va les enfouir, on a déjà enfoui 40 000 tonnes. Et puis après, comme on ne peut pas retraiter cette énergie, qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, le chauffage urbain, il va utiliser de l'énergie fossile, du charbon. Donc tout ça, ce sont des petits groupes qui bloquent. Tout ça est anti-écologique, anti-citoyen. Et à l'arrivée, on a une situation sanitaire, économique et écologique. Qu'est-ce qu'on y fait ? Pourquoi ils sont en grève ? C'est la réforme des retraites, encore une fois ? Oui, mais attendez, c'est plus compliqué que ça. C'est pas, ils sont en grève. Encore une fois, s'ils étaient en grève, ce sont pas ceux qui travaillent au SICTOM qui d'ailleurs pourraient être en grève. Ce sont des unités qui bloquent. Ça s'appelle du blocage. Donc on bloque et on empêche les collègues qui travaillent et qui viennent tout simplement pour prendre des bennes et mettre des déchets. On les empêche de mettre tout simplement ces déchets en traitement dans ces unités de valorisation énergétique. C'est pour ça que vous avez des tonnes et des tonnes de poubelles non ramassées dans Paris. Dans Paris. C'est pas parce que les agents de la propreté font grève. Ouais. Nadia Pelfig, vous, c'est un coup de gueule également. Oui, vous parliez côté sanitaire, santé. Moi, c'était un coup de gueule par rapport à l'état de l'hôpital public. Ouais. Et puis, le fait qu'il y ait 1600 et un peu plus de 1600 médecins qui ont annoncé leur démission. À Toulouse, ça a été dès le mois de septembre, des démissions des urgentistes de manière assez importante, avec l'arrêt pour la première fois du service des urgences au CHU de Purpan, à l'hôpital des enfants, où il y a
a plus de médecins qui restent statutairement dans l'administration. Et finalement, un milieu de la santé qui est exsangue, des médecins qui sont malades, des soignants qui sont malades. Et l'autre coup de gueule qui va par-dessus ça, c'est que la ministre Buzyn explique que oui, bien sûr, c'est une priorité et que donc elle octroie des primes. Vous voyez, moi je suis toulousaine, je suis de province et les primes annoncées, c'est pour les soignants en Île-de-France, dont je ne dis pas qu'ils n'ont pas de difficulté, mais je vous assure que dans tous les territoires, il n'est pas acceptable. On a vu à Marseille un reportage sur France 2 où la situation était calamiteuse avec des médecins qui travaillaient dans des conditions... C'est pas acceptable que la 4e ville de France ait aujourd'hui un déficit à ce point-là de moyens, de pratiquer. On avait un hôpital des enfants à la hauteur et assez réputé. Donc la situation est gravissime et je pense qu'on ne prend pas la mesure des enjeux. Ça fait plusieurs années qu'on connaît le diagnostic. L'hôpital est malade et aujourd'hui les réponses ne sont toujours pas là et les Français sont inquiets. Non, vous n'êtes pas d'accord avec Véran ? Je pense qu'il y a un problème de gestion des moyens à l'hôpital public. Moi je pense qu'il y a les moyens qu'il faut à l'hôpital public. Quand on compare les moyens des hôpitaux français à ceux des hôpitaux étrangers, je ne parle pas Mais c'est une fierté, la qualité de la santé en France. Non, elle est de mauvaise qualité. On ne veut pas le modèle américain, vous êtes d'accord avec moi ? Si vous permettez, je vais finir. Non, mais attendez, modèle américain, c'est comme dès que vous avez une discussion, tu aimes Hitler. C'est grotesque comme argument, excusez-moi. Le point Godwin déjà, c'est trop. C'est un point Godwin. C'est tôt dans l'émission. Non, mais l'exemple américain en matière de santé, où la mortalité du cancer a chuté de façon phénoménale aux États-Unis, pas chez nous. Ça veut dire que quand même ça soigne bien. Cet exemple, c'est le point Godwin de la santé. Ce qui est vrai, c'est que les hôpitaux en France ont autant de moyens que les hôpitaux des autres pays industrialisés. Donc tout va bien. Mais font moins bien parce que dans l'hôpital public, il y a 2 fois plus d'administratifs par soignant que dans les cliniques privées, par exemple. Il n'y a pas assez de lits. On réduirait le nombre de bureaucrates dans les hôpitaux, on gagnerait 4 milliards immédiatement, et ça résoudrait le problème des moyens de l'hôpital public. Simplement, dans les hôpitaux publics, on fait plus de paperasse que de soins, et c'est le sujet. C'est le sujet de certain nombre de médecins, mais c'est pas le seul sujet non plus. Votre sujet, c'est la bureaucratie. Je crois que pour les Français, le sujet, c'est leur santé. Nathalie, vous vouliez... Oui, j'ai un petit coup de gueule toujours. Moi, je suis restée scotchée sur l'affaire Mila, donc qui alimente les réseaux. Hier, elle était invitée de l'émission Quotidien chez Yann Barthès. Assez incroyable. En plus, cette coupure en plein milieu. Oui, il y a une coupure de son inexpliquée. Peut-être qu'on aura une explication. Pour une émission qui coûte une fortune à chaque fois. Il y a une coupure de son de 30 secondes. Au moment où elle expliquait justement... C'est terrible. Aux États-Unis... Oui, elle expliquait parce que les auditeurs ne savent pas forcément, pardonnez-moi. Moi, par exemple, elle était hier sur Quotidien et donc une interview classique. Alors, je ne sais pas à quel moment c'est intervenu. Mais bon. Elle était en train d'expliquer justement ce qu'il avait amené. Alors, elle ne revient pas, elle est très courageuse. Enfin, pour moi, elle est courageuse. Elle ne revient pas du tout sur ses déclarations. Je trouve ça plutôt sain d'être droit dans ses baskets, plutôt pour elle. Après, au-delà de ça, moi, ce qui m'interpelle, c'est que c'est plutôt, on va dire, en parallèle de cette affaire, on voit sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on essaye de... Enfin, tout le monde nous dit qu'il faut combattre l'antisémitisme, etc., etc. Et on voit aujourd'hui cette espèce de parallèle entre ce qu'elle a dit, c'est-à-dire une critique saine des religions en France, avec l'antisémitisme, qui, je rappelle, n'est pas une opinion, mais un délit. Donc, on explique gentiment... Enfin, on a plein de gens, les citoyens lambda, qui expliquent que si jamais elle avait critiqué la religion juive, elle ne serait pas... Aujourd'hui, elle aurait été mise sur la sellette, accusée, etc., etc. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi on ne fait pas en amont... C'est-à-dire, c'est souvent des gens très jeunes qui ont ce type de discours. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas en amont un vrai apprentissage de ce qu'est la loi, la laïcité, les religions, le racisme, l'antisémitisme, ou qu'importe. Mais en tout cas, que les gens aient des clés pour l'avenir et qu'on puisse... Voilà, moi, c'est ça qui malheureusement m'interpelle parce que on ne lit que ça aujourd'hui. Nadia Pelfig, la réalité, c'est que moi, je trouve qu'on fait peser sur Mila beaucoup de sujets de société. Faire reposer sur elle tout le débat sur la laïcité, je pense que c'est inexcusable. Faire reposer sur elle le harcèlement dont elle est victime sur les réseaux sociaux, c'est inexcusable. Et rappelez, vous avez raison, que l'antisémitisme est un délit. Mais je pense qu'au-delà de ça, ce qu'il faut défendre, c'est le fait qu'une jeune fille mineure ait le droit d'être protégée, non
harcelée sur les réseaux sociaux. Mais je trouve que de faire parler Mila sur le principe de la laïcité, c'est lui donner encore plus de charge que ce qu'elle subit aujourd'hui. Et la République devrait avoir quand même d'autres symboles qu'une jeune femme de 16 ans pour réaffirmer ce que sont ses piliers de valeurs. Moi, je suis assez d'accord, franchement. C'est-à-dire qu'évidemment, on voit bien qu'on veut faire le buzz. Ça ne retire rien au mérite de cette jeune femme. Mais très sincèrement, ce n'est pas forcément la place d'une jeune femme qui est harcelée d'aller un peu seule se défendre, car c'est le harcelé, on est quand même incroyable, c'est-à-dire que c'est celui qui est attaqué qui doit se défendre. On a totalement renversé aujourd'hui la charge de la preuve en matière de harcèlement. D'ailleurs, toutes les formes de harcèlement. C'est-à-dire que vous êtes invectivé sur les réseaux sociaux. On vous dit, c'est vrai aussi pour les politiques, on va vous faire porter des chapeaux, des choses que vous n'avez pas dites, que vous n'avez pas faites. Et en permanence, c'est celui qui est harcelé, attaqué, qui doit se justifier. C'est quand même incroyable. Moi, c'était pas le but, c'était pas le but de lui faire porter la laïcité, bien sûr. C'est vraiment. J'ai écouté sur votre plateau ce matin le débat qui avait lieu. Moi, je pense en effet. Bon, on aurait préféré que Mila s'exprime en d'autres termes, parce que la liberté d'expression ne passe pas forcément par des propos, on va dire, très aussi cash vis-à-vis d'autres religions. Mais moi, je trouve cette affaire, et là-dessus, d'ailleurs, je reste assez discret, parce que j'observe et je m'aperçois qu'à une époque, islamophobie, homophobie, c'était même combat. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les grands défenseurs où les grands pourfendeurs de l'islamophobie sont très embêtés parce qu'on s'aperçoit qu'en France, il y a une part importante de la communauté musulmane qui est porteuse de valeurs, de discours, d'attitudes homophobes. Et je suis frappé de voir que ceux qui disaient l'homophobie, c'est pas bien, celles notamment qui disaient l'homophobie, c'est pas bien, restent très discrètes aujourd'hui, puisque les grandes héroïnes du féminisme, qui disaient les méchants machos qui nous marchent sur les pieds, quand ce sont des blonds aux yeux bleus, elles n'ont pas de mots assez durs pour les pourfendre, mais quand ce sont des défenseurs du salafisme, là tout à coup on ne les entend plus. Donc que les minorités s'arrangent entre elles. Non, que la République garantisse le droit des minorités. Non, et que la République garantisse à Mila de pouvoir continuer sa scolarité. Attendez, moi, ce que j'entends là est très grave. Enfin, je suis désolée, mais les minorités n'ont absolument pas à s'arranger entre elles. Il y a un État laïque qui doit garantir à tous le droit de croire ou de ne pas croire, le droit de critiquer, même si sur la forme, moi je suis très réservée sur la forme qu'a utilisée cette jeune femme. Bon, mais au passage, je vous signale qu'il y a quelque chose qui est ressorti. Ce qui est ahurissant dans un État laïque, c'est la notion de blasphème. Oui, absolument. Le blasphème, ça s'applique à l'intérieur d'une religion. Ça s'applique dans un monde religieux. Et un monde religieux, avec des rites, il y a la notion de blasphème. Mais en dehors de cette sphère du religieux, appliquée aux fidèles, absolument. On ne peut pas employer le mot de blasphème qui n'a pas sa place. Qui a sa place, qui peut avoir sa place dans le monde religieux, ça voilà, on croit. Pas dans la République. Mais pas dans la République. Et de toute façon, le droit au blasphème, ça n'existe pas. En fait, c'est pas dans la loi. Le blasphème, il n'y a pas de blasphème en République. Voilà, mais c'est ça. Donc, et en plus, elle est athée. Il n'y a pas de blasphème pour des athées. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens de parler de blasphème. On va marquer une pause et on va revenir dans un instant. On va parler de. Vous aurez votre coup de gueule également ou coup de cœur, je ne sais pas. Vrai. Moi, j'ai un coup de cœur, j'ai pas pu le donner. Oui, mais vous allez le donner, ne vous inquiétez pas. Et puis on va parler de l'insécurité, des chiffres qui sont en explosion. À tout de suite. Débat. Avec vous sur Sud Radio, de retour dans le studio avec Éric Vérac, Nathalie Cohen, Florence Berthoud et Nadia Pelfig. Alors Éric Vérac, c'est un coup de cœur ou un coup de cœur? Un coup de cœur comme d'habitude. Moi, je suis l'homme de l'amour et de la bienveillance. Voilà. Et c'est un coup de cœur qui s'inscrit dans ce que nous disions avant la pause, d'ailleurs, puisque des sénateurs vont adopter une proposition de loi constitutionnelle, c'est-à-dire vont proposer une réforme de la Constitution pour renforcer le caractère laïque de la République et notamment prémunir les entreprises contre les revendications religieuses, sectaires, etc. Et je pense que c'est un grand soulagement, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous êtes chef d'entreprise et que vous avez des salariés qui vous disent « moi, je ne veux pas manger ceci, je ne veux pas venir tel jour, etc. » Vous êtes un peu seul face aux tribunaux pour réagir.
Et enfin, on va avoir une proposition de loi qui va rétablir la clarté dans la loi. Aujourd'hui, je le rappelle, vous pensez que la loi changera quelque chose? Oui, parce que c'est l'affaire, la fameuse crèche Babylou. Ou est-ce que, on va mettre les pieds dans le plat, puisque tout le monde a compris qu'il s'agissait de ça. Est-ce qu'on peut dire à une salariée, vous ne venez pas voiler au bureau ou au travail? Et aujourd'hui, pour un chef d'entreprise, c'est comme un parcours du combattant de dire, mon entreprise est laïque, et je ne veux pas que les salariés affichent des signes. Non, ça n'a pas été réglé. La jurisprudence est extrêmement... Les chefs d'entreprise ne se réjouissent pas de l'inflation des normes, des règles qui doivent... J'en suis là. Moi, je regrette que l'administration ait réglé le problème une bonne fois pour toutes en disant les fonctionnaires n'ont pas le droit de venir voiler, mais qu'elle ait dit les chefs d'entreprise, en revanche, je préférerais qu'on ait beaucoup moins de lois fiscales et qu'on ait une loi claire sur ce qu'on a le droit d'interdire dans son entreprise. Moi, si je peux me permettre, moi je pense que l'entreprise doit choisir son mode de recrutement et son mode de process. Je vais citer une grande entreprise française qui s'appelle AXA. Chez AXA, par exemple, vous avez le droit de venir voiler, de prendre des jours parce que c'est Ramadan, parce que, etc., pour des raisons religieuses. Dans une autre entreprise qui s'appelle Paprec, qui est une grosse entreprise. Recyclage. Voilà, exactement. En revanche, on applique une charte de la laïcité. Alors, il paraît que c'est pas très légal que de mettre la laïcité, que de mettre vraiment la charte de la laïcité dans l'entreprise. Mais je pense que c'est à l'entreprise de choisir. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut aujourd'hui pouvoir être capable de trancher sur ces sujets. Vous avez parlé de Babylou. Il y a eu Etam l'année dernière de mémoire avec une jeune femme à qui on aurait refusé un poste parce qu'elle était voilée. Donc, il faut effectivement, au lieu d'essayer de contourner avec des règlements intérieurs X et Y pour éviter de se faire prendre laisser à l'appréciation des juges. Donc du coup, je suis assez d'accord de mettre un cadre et d'essayer juridique. Voilà. Florence Berthoud. Non. Oui, moi je suis toujours, si vous voulez, un peu gênée par la multiplication des textes dans tous les sens. J'ai regardé tous les textes qui, de près ou de loin, sont liés à la laïcité depuis 20 ans. Contrairement à ce qu'on dit, il y en a quand même eu. Alors on fait un petit pas en avant, un petit pas à gauche, un petit pas à droite, un petit pas au centre, et puis on essaye. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on a oublié, qui est le principe de responsabilisation et de dialogue. Alors c'est pas pour noyer le poisson. Moi j'ai toujours en tête, comme maire, le jour où j'ai fait un discours après les attentats de l'Hyper-Cacher et les attentats du Bataclan. Je réunis tous les personnels de mairie et je vois au fond de la salle, et je dois dire que j'ai eu 15 secondes vraiment, non pas de panique, mais vraiment d'une gêne énorme, je vois une dame qui était non pas voilée, mais qui avait vraiment un foulard très, très... Bon. De loin, on pensait qu'elle était voilée. Et cette dame était une des dames qui faisait le ménage et qui était venue en totale solidarité. Pour le coup, ça n'avait aucun caractère revendicatif. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais demander à cette personne... de venir... gentiment, on va l'accompagner et la sortir. De loin, ça apparaissait un peu comme une provocation. J'ai fait le discours, etc. Elle était sincèrement émue. Et après, nous sommes allés discuter avec elle, non pas moi, mais mon directeur général des services. Et j'ai demandé, en y mettant toutes les formes, de faire comprendre qu'il y avait aussi des choses qui étaient un petit peu inappropriées. Bon, et depuis, on a avancé. On a dans le respect, un petit foulard qui est moins ostentatoire et qui laisse moins place à l'interprétation. Vous avez évoqué la question, j'ai cru comprendre à un moment donné, de l'alimentation. Très compliqué, l'alimentation. Parce que c'est pas une loi qui va régler l'alimentation. Et il y a des manières, moi je préside ma caisse des écoles, il y a des manières intelligentes de faire ça, avec chacun qui reste à sa place. Par exemple, vous mettez au hasard 2 menus, il y en a un qui est végétarien, et ben le végétarien va faire pour tout le monde. Donc c'est bon pour la planète, et on n'en parle pas. Et surtout, on n'en parle pas. Sinon, nous dressons, alors là, pour le coup, des communautés les unes contre les autres. Vous savez déjà qu'il y a la loi exige maintenant qu'il y ait au moins un repas par semaine, et puis on peut en faire, moi je suis favorable à ce qu'on fasse des repas quotidiens, végétariens, pour que ce sujet ne se pose plus de la même manière. Il y a un sujet de coût, il y a un sujet, mais
voyez, pour nous qui sommes dans une région qui est très productrice de produits, il y a aussi un intérêt économique à faire en sorte que nos producteurs puissent être les fournisseurs de nos cantines, où on sert 35 000 repas par jour. Et il y a des enjeux là-dessus. Par contre, pour revenir à votre coup de gueule, moi je crois que le Sénat s'honorerait à mettre en place des priorités peut-être un peu autres. Est-ce qu'on avait besoin maintenant, dans l'état de tension dans lequel est notre pays, avec les urgences sociales, économiques auxquelles il faut répondre, de faire une loi sur cet aspect-là? Il y a une loi qui est la loi de 1905 qui permet d'avoir les éléments et les outils nécessaires. Et moi, je crois aussi qu'il faut mettre en avant le dialogue dans l'entreprise. Pour ça, il faut faire en sorte que les droits des salariés au dialogue social puissent être exercés mieux que ne le prévoit la loi travail aujourd'hui. Mais je vous assure, dans 97% des entreprises, ce sont des PME. Les chefs d'entreprise et salariés se voient au quotidien et arrivent c'est le cas. Moi, je suis patron d'une PME. Mais donc si je dis que je suis content, c'est qu'il y a un problème. C'était pas l'urgence, vraiment, c'était pas l'urgence que de faire un texte polémique dans un contexte qui est polémique. Vous avez raison. En même temps, quand la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, existait, et pour avoir fait plusieurs fois avec plusieurs dirigeants de la HALD des émissions, ils me racontaient le désarroi des chefs d'entreprise où il n'y a pas de discussion possible. Ils sont menacés immédiatement de racisme, d'antisémitisme, de tout ce que vous voulez. Vous venez de dire les choses. Quand la HALD existait, peut-être qu'au lieu de légiférer, on aurait peut-être aussi pu maintenir des outils qui seraient donnés aux entreprises. Allez, je ne sais pas si c'était vraiment... Il ne faut pas avoir peur de son petit doigt, chère madame. Mais le mien va très bien. Allez, on se retrouve dans un instant. Omerta, dans le monde du sport, les violences sexuelles, les femmes qui parlent, l'onde de choc du mouvement MeToo qui libère la parole. On en parle avec vous, 0826 300 300. À tout de suite. Et le débat continue sur Sud Radio dans le 10h midi avec Éric Vérac, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges, Nathalie Cohen qui travaille dans la finance, Florence Berthoud, maire La République En Marche. Non, vous êtes sans étiquette. Je suis maire d'hiver droite du 5e arrondissement. Avec une équipe où vous avez des LR, des La République En Marche, du Modem, enfin bref. Un peu de tout, et candidate à votre succession est Nadia Pelfic, vice-présidente de la région Occitanie et candidate au municipal à Toulouse. Avec quelle étiquette? Gauche. D'accord, donc plus personne n'est LREM. Il n'y a plus de... Ça n'existe pas. Ça jamais été. D'accord. Ça n'a jamais... Voilà. On parle des révélations... Non, c'est pas le bal des hypocrites. Non, on peut avoir des convictions, vous voyez. On parle des violences sexuelles, l'onde de choc donc du mouvement MeToo qui aujourd'hui frappe le monde du patinage. L'ancienne patineuse Sarah Abitbol a décidé de briser le silence en accusant son ex-entraîneur de viol. C'est un témoignage qui s'inscrit évidemment dans un contexte de libération de la parole. Ces accusations portent contre son ancien entraîneur Gilles Beyer. 5 jours après, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a convoqué le président de la fédération Didier Gaillaguet à réclamer sa démission. Il lui a répondu pratiquement instantanément: j'ai commis des erreurs, pas des fautes, et je ne vais pas démissionner. Alors, une réaction à ce qui se passe, Florence Berthoud? Je prends le pari qui sera acculé à la démission. Ça va être marrant à voir. Pas uniquement à cause du regard social qui quand même pèse à un moment donné, mais aussi parce que la ministre a brandi une procédure de retrait de la délégation à la Fédération française des sports de glace. Et ça, je puis vous dire que c'est une procédure rarissime. Et en général, vous avez évidemment tous ceux qui font partie de la fédération qui ont très bien compris ce que ça voulait dire. Ça veut dire, en bref, vous êtes totalement privé de moyens. Il y a une ministre courageuse, parce que quand une ministre est courageuse, il faut le dire, même si je ne partage pas ses opinions politiques, c'est Madame Buffet. Parce que Madame Buffet, elle avait pris ses responsabilités, et celui qui a commis les viols, il avait été exclu. Elle avait qu'il soit écarté. Voilà. Mais c'est le président, le fameux président de la Fédération française des sports de glace, qui l'avait remis en poste. Parce qu'il n'avait pas été poursuivi en même temps. C'est aussi pour ça. Il n'a pas été poursuivi par la justice, donc forcément... Vous avez raison, il n'avait pas été poursuivi, mais c'était des pratiques qui étaient visiblement connues. On est tout à fait d'accord. C'est des pratiques qui étaient connues, et il aurait pu le mettre quand même de côté.
Oui, et donc ça n'a pas été fait. Nadia Pelfix. Moi, ce que je trouve extrêmement choquant, c'est qu'il dit qu'il fera des révélations donc demain, et que pour défendre le fait de ne pas tenir compte de la parole et de la ministre et des femmes qui ont porté plainte, il dit qu'il fera lui-même des accusations sur d'autres viols qui n'auraient pas été révélés par le ministère. Moi, je crois que c'est révélateur d'une chose, c'est que on a une forme de banalisation et de choses connues qui se passent dans les milieux du sport et qui apparaissent maintenant. C'est un peu, ça donne le sentiment que c'est une bis repetita de l'affaire Weinstein où tout le monde dit tout d'un coup, ouais, mais on savait. Puis les plus hautes autorités savaient. Puis en fait, ça s'est passé. Puis ça ne s'est pas intervenu. Moi, ce que je trouve terrible, c'est pour les victimes. Et y compris au moment où on doit soutenir et où on soutient la visibilisation des féminines dans le sport, de la performance, où on se présente pour les Jeux en 2024 avec une vision de l'éthique, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je trouve que ça abîme le monde du sport, ça abîme ce que nous devons représenter comme valeur, et il nous faut continuer à combattre là-dessus, y compris à banaliser les propos sexistes, les harcèlements. À ne pas banaliser. Ne pas banaliser. Vous voyez tout à l'heure, sûrement malgré vous, mais quand vous répondez qu'on manque de conviction, d'hypocrisie, ou que je me cache derrière mon petit doigt, c'est dire que parce que je serais une femme, je n'aurais pas le courage qui serait le vôtre, monsieur. Généralement, au contraire, je vais vous répondre parce que c'est une attaque personnelle. Généralement, je comme la vôtre tout à l'heure. Je suis beaucoup plus brutal avec les hommes qu'avec vous. Valérie peut en témoigner. Vous voyez, vous devriez pas. Je demande l'égalité de traitement comme le demandent les femmes. Pour les valeurs de la vieille France, je suis pour la galanterie et je ne crois absolument pas à ces... écoutez, il est très beau. On va pas faire un combat. Alors, cela dit, sur ce point, moi je trouve, je pense qu'il y a quand même deux sujets dans le sujet. Il y a ce qui m'étonne et qui est le sujet le plus anecdotique, mais qui risque de devenir dans les prochains jours le sujet qui suscite le plus d'engouement. C'est cet absurde rapport de force qu'une ministre décide d'ouvrir avec un président de fédération. Et moi, je pense que si on voulait détourner l'attention, on aurait fait ça. C'est-à-dire que si le président de la fédération décide de ne pas démissionner, on va en réalité polluer le vrai débat qui est celui des pratiques de violence sexuelle établies ou supposées, ou en tout cas soupçonnées. On va éclipser ce débat avec un problème politique qui n'est pas, qui à mon avis n'est pas. Je rappelle que le ministre Luc Ferry à l'époque avait essayé de faire démissionner un président et n'y est pas parvenu. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, alors, sur le fond de l'affaire, moi, on voit en effet qu'après l'affaire Weinstein, mais après les affaires dans le cinéma. Après l'affaire Matzneff, c'est au tour du sport d'être contaminé par ces révélations. Il y avait déjà eu. Récent, Et c'est un vrai sujet. Contaminer le mot. Je vais finir. C'est péjoratif. Je vais finir. Pas contaminé. On voit bien qu'il y a un effet d'entraînement ou de domino. Je pense que ce qui, moi, me frappe, c'est qu'en réalité, on s'aperçoit, notamment avec les propos de Marie-Georges Buffet, qu'on le savait dans les petits milieux. Et que ce qui pose problème, c'est l'omerta. Notamment d'une caste qui passe son temps à donner des leçons de morale, de bienveillance à la terre entière, et qui est la première à ne pas les appliquer elle-même. Absolument. Et je pense qu'en termes d'image pour le français moyen, si tant est qu'il existe, une fois de plus, on va se trouver dans une situation, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe là-haut ? Ils passent leur temps à nous dire faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et entre eux, c'est un monde de requins. Mais c'est pas là-haut. Et où ils ne se disent rien. C'est pas forcément les politiques qui sont pour le coup. Enfin, Marie-Georges Buffet avait fait ce qu'elle avait à faire. Marie-Georges Buffet, je pense là-dessus, n'a pas à rougir de son attitude. Ça, à l'instant, le procureur de la République publie un communiqué de presse après avoir analysé l'ouvrage Un si long silence. Le parquet de Paris a ouvert ce jour une enquête préliminaire des chefs de viol sur mineurs par personne ayant autorité sur la victime et d'agression sexuelle sur mineurs. Sauf que les faits sont prescrits, donc comment je sais pas comment ils sont vraiment prescrits ou pas apparemment oui, ils sont prescrits, tout à fait. Donc je sais pas comment le parquet peut se saisir je comprends pas. Est-ce que c'est de l'agitation, de la com, je ne sais pas. C'est étrange. Ça dégage un sentiment d'impunité dont les décideurs au sens large ont pu bénéficier pendant des années. Mais partout, je pense que dans le monde médical, c'est pareil. Nous sommes d'accord, et on attend les révélations dans le monde médical. Je ne sais pas ce que ça dégage, mais ça engage une responsabilité qui doit être
collective sur la lutte contre les violences et les viols, dont je rappelle que ce sont des crimes et qui nécessitent d'agir et non pas de mettre toujours en balance la parole des victimes. C'est pas le combat d'une ministre contre un président de fédération. C'est le combat de femmes qui ont été victimes de viols, de violences, pour les faire connaître. Attendez, et il faut les soutenir. Aucun problème pour dire que ce genre de choses doit être sévèrement puni, mais c'est pas une responsabilité seulement collective, c'est aussi une responsabilité. Alors attendez, on a des auditeurs en ligne. On a Guy qui est en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour du GR. Eh bien, bonjour. Ça nous fait plaisir d'entendre, de vous entendre. Estomaqué par tous ces propos. Bon, parce que j'ai écouté une émission sur ce sujet où il y avait une journaliste qui avait enquêté longuement sur ces pratiques dans le milieu sportif et qui nous a dévoilé que la ministre est une ancienne championne de natation, c'est bien ça? Oui. Voilà. Et que dans son club, eh bien, ces pratiques se faisaient. Et comment ça se fait qu'elle n'était pas au courant quand elle s'entraînait dans ce club, vous voyez? Donc c'est bizarre. Les gens, ils découvrent. Alors, évidemment, ce monsieur Gaillaguet que je ne connais pas, c'est peut-être une sacrée crapule. Alors, on lui jette l'opprobre dessus, mais la ministre, elle est certainement aussi coupable. La ministre, elle faisait de la natation, elle faisait pas du patinage. Et puis, elle n'était pas ministre. Écoutez, vous n'allez pas me faire la leçon à moi. J'ai un certain âge. Partout où il y a une cohabitation homme-femme, vous savez, il y a des pratiques qui sont inavouables, qui sont là. C'est pas possible. Vous l'avez dans le milieu du cinéma, vous l'avez dans le milieu de l'entreprise. C'est mineur, c'est une mineure. Oui, on parle de viol, on parle de mineurs. On parle de viol et on parle de mineurs. La personne, c'est Gilles Beyer, d'ailleurs. Rappelons que c'est pas Gaillaguet. Absolument, oui, c'est Gilles Beyer, parce que là, tout le monde a... Mais Guy, une chose, j'ai entendu une patineuse, je ne sais plus laquelle, qui disait que oui, elle avait entendu parler de cela, mais elle avait 14 ans à l'époque. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Qu'est-ce qu'elle va dénoncer quand on a, et Roxana Maracineanu était jeune nageuse, peut-être qu'elle avait dans son milieu aussi connaissance de choses comme celle-là. Je ne suis pas certaine que ce soit facile, et je pense que l'affaire MeToo a aidé à libérer la parole. Donc la question n'est pas la question de la ministre. Aujourd'hui, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Nathalie Oui, Cohen. moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Merci Guy de nous avoir appelé. Ouais. Elle a fait effectivement ce qu'elle avait à faire. Moi, je reviens sur les déclarations de Sarah Abitbol. Je suis à plat. C'est un sport que je regarde depuis petite. Je pouvais même pas imaginer qu'on avait ce genre de pratique dans ce domaine. Maintenant, au-delà de ça, c'est vrai que ça fait. C'est pas les premières révélations dans le sport. On l'a vu dans le tennis. On a vu. C'est arrivé avec des joueuses de tennis. Donc, c'est la première fois que ça a un tel impact. Ouais. Alors, c'est la première fois que ça a un tel impact, c'est vrai, mais pourquoi? Parce qu'effectivement, ça fait suite à toutes les affaires qui sont sorties ces derniers temps. En revanche, là où je vous rejoins, c'est sur l'omerta de tous les milieux, de toute façon. Il faut être honnête, tout le monde sait, mais personne ne dit rien. Je ne sais pas si c'est vraiment les élites, mais je pense qu'il y a le fait que c'est qu'il suffit d'une personne, que ce soit élite, pas élite ou qu'importe, qui parle pour que finalement tout sorte. Donc c'est ce qu'il faut aujourd'hui, c'est essayer de mieux encadrer cette libération de parole et essayer que les gens puissent arriver à dire... Ça ne se reproduise plus pour les plus jeunes à l'avenir. Et je pense aux parents qui envoient leurs enfants faire du sport, etc. On met jamais, j'imagine même pas, et d'ailleurs c'est ce que dit Sarah Abitbol, que les parents de Sarah auraient pu lui dire fais attention à ton entraîneur, on ne sait jamais, il va t'arriver ci ou il va t'arriver ça. On met pas les enfants en garde lorsqu'ils sont dans une pratique sportive ou c'est oui, pas, mais enfin quand on est des sportifs de haut niveau, c'est un petit peu ce que disait Philippe Candeloro. Il a commencé à la coacher, elle avait 8 ans et je ne sais plus, je crois que c'est Gwenda Alpezra qui parlait de rapports quasiment incestueux, c'est-à-dire qu'il l'a connue à 8 ans, il l'a violée à 15 ans et Brigitte, là, une auditrice, lui dit quand tu as un entraîneur qui te fait rêver de devenir une championne, ces jeunes n'osent sûrement pas dire ce qui leur arrive. Donc c'est d'ailleurs ce qui s'est passé là. De vulnérabilité, parce que les athlètes à cet âge-là et au niveau d'exigence qu'est le leur, ils sont en vulnérabilité par rapport à celle ou celui qui lui montre la voie, qui les coach, avec qui ils partagent du quotidien, de l'intimité. Aujourd'hui, il faut protéger
les jeunes et les moins jeunes sur ce sujet. Il faut déjà éviter de banaliser une insulte, c'est pas grave, une gifle, c'est pas grave, une main aux fesses, c'est pas grave, ça va passer. Enfin, moi, je crois que maintenant, il faut réaffirmer les règles très clairement et puis donner les moyens. Mais il moi, s'est passé des choses maisons d'accueil pour les femmes. Il y a des choses, mais vous voyez bien que c'est encore nécessaire qu'il y en ait de nouvelles. Pardon, Nathalie Cohen. En plus, on était dans une autre époque où effectivement, on n'avait pas conscience c'est pas qu'on n'avait pas conscience, mais en tout cas, on était moins avertis de ce type de pratique. Et c'était une enfant, donc c'est vrai que pour elle, c'était peut-être normal, voire voilà. Ouais, je voudrais réagir à ce qu'a dit l'auditeur. Florence Berthoud. Parce que quand même. D'abord, la première chose, c'est que la loi, qui est parfois pas très claire, a été complétée pour dire très clairement qu'un rapport sexuel, même consenti, entre un adulte et quelqu'un qui a moins de 15 ans, eh bien, c'est un crime. Voilà. Donc déjà, là, pour le coup, c'est très clair. Bon, et il fallait le dire parce que sinon, ça posait... Bon. Donc, c'est ça déjà, c'est clair. Ben non. Donc, c'est clair, c'est dit. Il y a deux choses. Il y a la question de l'autorité. Vous savez très bien que dans les violences sexuelles, d'une manière générale, dans le sport ou ailleurs, ce qui est en jeu aussi, c'est un véritable rapport d'autorité à chaque fois. Et c'est vrai qu'il s'exerce plutôt à une immense majorité du mâle dominant à l'endroit des femmes. C'est comme ça pour des raisons quasi anthropologiques. Bon. Et là, Candeloro a très bien expliqué la chose. Il explique ces relations qui, effectivement, surtout dans un sport de très haut niveau, sont des relations quasi fusionnelles. Et en plus, il y a l'autorité. Alors, ce qu'a proposé la ministre, c'est de travailler quand même à une espèce de plan concerté de prévention des violences, avec ce petit bémol qu'il ne faut pas que ça aboutisse à on ne peut pas toucher le bras de son élève, lui montrer comment on fait quand on explique notamment, mais pas que sur les sports de glace, si vous ne montrez pas, si vous n'approchez pas de l'ado de l'enfant, vous êtes même obligé de le prendre par moment dans vos bras aussi pour montrer les gestes. Donc, c'est vrai qu'il faut quelque chose de fait de manière un peu intelligente. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que on a toujours tendance, et on a eu tendance pendant des années, à considérer que l'autorité hiérarchique, entre guillemets, était exonérée de toute responsabilité. Et c'est là où les mentalités, fort heureusement, ont beaucoup bougé. Regardez ce qui se fait dans le domaine, dans l'Église, où un éminent cardinal, respectable, respecté, doit à un moment donné aller devant la justice pour expliquer pourquoi il a couvert ou il n'a rien dit à propos des actes condamnés, repérés de prêtres pédophiles. Donc, on a un principe de responsabilité. J'imagine que vous qui êtes chef d'entreprise, si vous avez un collaborateur qui va se livrer à du harcèlement moral et ou sexuel, et vous allez devoir en connaître, et c'est parfois très compliqué à gérer, eh bien, vous n'allez pas considérer que finalement, c'est uniquement l'affaire entre ce cadre et puis, par exemple, cette collaboratrice. Donc, on ne peut pas s'exonérer. C'est bien le sujet, Florence. On est bien d'accord. C'est le sujet. C'est que moi, je ne connais aucun patron qui se sentirait exonéré d'une telle situation, et compte tenu des responsabilités pénales qui pèsent sur les chefs d'entreprise, je crois que ce genre d'affaire se règle très vite dès qu'elle est connue. La question, c'est, moi, j'entends des gens comme Luc Ferry dire un jour, on sait qu'il y a des ministres qui, au Maroc, et rien ne suit. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, on a des élites publiques en France qui passent leur temps à dire Foucault, Yaka, les chefs d'entreprise. Et entre eux, on sent bien qu'il y a des choses qui, en revanche, ne sont pas appliquées. Et l'affaire... Le ministre a même été invité, pardonnez-moi de vous interrompre, il a même été invité sur un plateau pour commenter l'affaire Matzneff. Bon, absolument. Franchement, c'est dingue. C'est quand même incroyable. Et il n'y a pas... Là, on est une antenne de radio, et bien il n'y a pas
Il y a très peu de journalistes qui ont dit que c'était tout à fait extravagant. Il l'a écrit dans son livre. Oui, absolument. Oui. Claudine nous dit quand on est une ado ou une enfant, c'est pas toujours facile de parler de ces choses-là. C'est plus facile. Effectivement, il y a toujours cette question absolument stupide et idiote qui revient où on nous dit mais pourquoi elle n'a pas parlé avant et pourquoi elle n'a pas porté plainte. Posez-vous la question. Quand on voit cette parole qui se libère 20, 25 ans, 30 ans après, peut-être qu'on peut se poser la question aussi de la prescription. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Allez, on est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. On va parler de l'insécurité, des chiffres qui sont en hausse selon les chiffres entre le quinquennat donc de François Hollande et Emmanuel Macron. Les actes de violence, en particulier en région parisienne, ont augmenté. Des chiffres de délinquance qui montrent une forte hausse des violences contre les personnes. C'est évidemment le ministre de l'Intérieur qui est dans le collimateur. Xavier Bertrand s'est exprimé à plusieurs reprises en parlant de fiasco à propos de la politique sécuritaire d'Emmanuel Macron. Moi, je voulais juste vous signaler, parce qu'il y a des choses qui arrivent tous les jours et dont on parle peu dans les médias. Hier, il y a 3 policiers qui ont été attaqués devant leur commissariat à Boissy-Saint-Léger avec des bouteilles d'acide. Des bouteilles d'acide. Ce n'est pas la première fois. Ça s'est produit à plusieurs reprises à Boissy-Saint-Léger. Ces policiers ont été hospitalisés. C'est devenu banal. Ce n'est plus un événement. J'ai entendu quelqu'un en parler ce matin sur une radio. Pareil, une piste terroriste envisagée après une attaque à la gendarmerie de Dieuze en Moselle. Lors d'un appel téléphonique, un individu a menacé de commettre un carnage et peu de temps après, un militaire s'est rendu à la gendarmerie armé d'un couteau. Donc, on ne va pas tout mélanger, mais de plus en plus d'actes de violence, d'incivilité pourquoi ? Faute à Macron, une accumulation de choses, la société de plus en plus violente. Grandissante de la société, on sent bien qu'il y a une tension de fond. Et les Parisiens, puisque je suis parisien, qui prennent les transports en commun, sentent bien que à chaque instant, une étincelle peut survenir et que des choses qui se réglaient de façon amicale il y a 5 ans, intuitivement, anecdotiquement, on sent bien que ça peut virer très vite à l'affrontement. Alors moi, comme vous le savez, je le répète souvent, cette en-tête, je suis dans le quartier de l'Est parisien, je ne suis pas dans les beaux quartiers du 5e. Et aujourd'hui, le plus bel arrondissement de Paris, c'est pas les beaux quartiers. C'était il y a longtemps. C'était à l'époque où il y avait des librairies. Les librairies, j'en ai fait installer 8 depuis que je suis maire. J'ai fait préempter 8 rez-de-chaussée. Florence, on n'est pas en campagne. On est en campagne. On n'est pas en campagne, c'est la réalité. Ce qui est sûr, c'est que dans l'Est parisien, aujourd'hui, il y a une situation qui s'est mise en place d'apartheid, de fait, où les gens entre communautés ne se parlent plus, ne s'adressent plus la parole et s'évitent soigneusement pour éviter tout problème et tout affrontement. Et on sent bien qu'il y a cette violence contenue dans la société, alors particulièrement dans les lieux cosmopolites, si j'ose dire, comme une métropole, comme la métropole parisienne, où il y a une violence latente. Et je pense qu'il faut s'en inquiéter parce qu'au-delà de Macron, pas Macron, qui, je pense, est un prête-nom dans cette affaire ou un passage, je pense qu'il y a dans la société française une violence de fond. Oui et non, parce qu'il y a aussi des policiers qui ne font plus le boulot pour lequel ils sont faits, c'est-à-dire d'être là dans la rue, de surveiller un petit peu la délinquance. Ça y participe. Et aujourd'hui, ils sont peut-être plus... Bien sûr que ça y participe. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on sent que tout peut partir... Un regard, un problème de voisinage. Et contrairement à ce qu'on pense, je vais répondre à votre petite provocation. Amicale. Mais ça n'est pas le lot d'une couche sociale, contrairement à ce que on peut penser. Évidemment que quand il y a de la pauvreté, de la misère, du rejet, de l'ostracisme, ça peut générer ça. Mais c'est quelque chose qui traverse maintenant absolument tous les milieux sociaux que je mesure. Une poubelle qui n'a pas été enlevée le matin. Il y a une espèce de culture de consommation où on demande, il faut tout de suite que ce soit fait. Et ça traverse absolument tous les milieux sociaux, je le crois. Et il y a cette espèce de violence latente, qui est d'abord une violence, c'est vrai, verbale, avant d'être physique, avec en plus un côté très réducteur des mots. J'agresse avec
5 mots dans la rue. Oui. Vous constatez la même chose, Nadia Pelfig? Oui, moi je constate d'abord un échec. Les chiffres ont été publiés un peu en catimini après les vœux du ministre de l'Intérieur et qui démontrent une hausse des homicides en France sans précédent depuis plusieurs années. On en parlait tout à l'heure, mais une hausse importante, plus 12% sur les violences sexuelles. Et à l'évidence, une société qui est proie à des tensions de plus en plus importantes. On a eu récemment les chiffres justement des actes xénophobes et antisémites. Et du coup, on a un climat de tension tel qui est majeur, avec une situation qui n'est pas au niveau de l'organisation de la police. On voit d'ailleurs les difficultés, la mise à la retraite un peu prématurée du directeur général de la police nationale, un ministre dont on se demande s'il a conscience du régalien et de la responsabilité régalienne qui doit être la sienne, tant il y a des choses qui sont gérées à la légère. Mais vous parliez tout à l'heure de Paris, mais moi je vous assure qu'il n'y a pas qu'à Paris que l'insécurité est croissante. Le sentiment, moi je vais vous dire, dans ma ville, à Toulouse, l'attente en matière d'insécurité, tranquillité, elle est extrêmement importante. Le sentiment que les policiers municipaux ne peuvent pas réaliser leur mission parce qu'il n'y a pas assez de policiers nationaux, qu'il y a un niveau de tension qui était extrêmement important, avec, y compris des jeunes de plus en plus jeunes, qui sont dans les trafics de stupéfiants, dont on parle peu, mais qui donnent le sentiment qu'il y a des quartiers entiers qui sont laissés à l'abandon. Parce que quand vous voyez des personnes dealer devant une école, que tout le monde le voit, que tout le monde le sait... Il y a la police et il y a la justice aussi. C'est-à-dire qu'on voit aussi régulièrement 80 000 à 100 000 peines par an sont non exécutées, avec un taux de récidive qui est de 60% dans les 5 ans qui suivent... la sortie de prison pour les personnes qui sont non accompagnées, et un taux de récidive qui va tomber à 20% dans les 5 ans qui suivent quand c'est accompagné. Donc il y a aussi ce problème-là. Il y a ce problème-là, mais pourquoi de ce niveau d'insécurité et de tension dans le pays? Moi, il y a une insécurité sociale qui est très forte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà du constat, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'il faut faire, puisque finalement, c'est ce que les gens attendent, je pense, vis-à-vis, vous avez parlé des actes xénophobes, antisémites ou antichrétiens, qui sont ultra nombreux, c'est incroyable les chiffres. Donc après, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on met en place pour justement parer à la mère des batailles, c'est l'école, c'est la maîtrise quand même. Ce que je veux dire est d'une affreuse c'est loin des réalités. Banalité, mais c'est ça, c'est l'école, je le crois profondément. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'on peut dire, yaka, faucon. Mais je pense que effectivement le dédoublement, ça suffira pas. Mais des CP, ça c'est quand même la mère des batailles. Attention, ça suffit pas. Faut remettre du gendarme, du régalien. Mais on marche sur deux arbres, nous marchons sur deux pieds. Donc il faut quand même qu'il y ait ça. Et puis il faut qu'il y ait, du régalien avec des policiers qui soient des policiers respectés, qui sont dans les rues. Pour être respecté, il faut que la justice suive aussi. Mais il faut que la justice suive. Combien de fois un maire appelle en disant, par exemple, écoutez là, nous avons une mendicité extrêmement agressive avec, je sais pas moi, des seniors qui se font voler, et on a des policiers qui rechignent à y aller parce qu'il faut le dire très franchement. Ils disent mais Madame la maire, ça va servir à quoi? Parce qu'après, de toute façon, il y a 9 chances sur 10 pour que déféré au parquet, de toute façon, on le ressorte dans l'heure. Vous avez raison, mais quand un maire appelle, mais quand de nombreux citoyens appellent, ils n'ont pas d'intervention non plus, ils ont l'impression d'être abandonnés. C'est souvent les mêmes endroits où il n'y a pas des services publics, c'est souvent les mêmes endroits où il y a les Algeco pour la énième année dans les écoles, et un sentiment finalement que tout ça, c'est une déliquescence et des tensions qui font qu'augmenter sans réponse à la hauteur. Merci à tous les 4, à suivre André Berkoff. Bonne journée à l'écoute de Sud Radio.